L'homme en noir. Kevin O'Neill court droit devant lui. Il court depuis 10 minutes environ. Il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas où il est. Il a sans doute quitté le centre de Dublin et il a vaguement conscience de se diriger vers le port. On n'y voit pas 10 mètres. La neige tombe en véritable tempête cette nuit du 20 janvier 1930. Kevin O'Neill s'arrête pour reprendre haleine. Il s'appuie sur un réverbère. À 45 ans, il est fort bel homme, distingué surtout. Élancé, blond, le visage long et fin, il porte avec beaucoup d'élégance son costume de soirée et sa cape noire. Après avoir inspiré une dernière bouffée d'air glacé, il se remet à courir, droit devant lui. L'important est d'échapper à l'autre, avec qui il s'est trouvé nez à nez à la sortie du théâtre. Après encore 5 minutes de course folle, il s'arrête, définitivement vaincu par l'essoufflement. Il se retourne. Est-il derrière? Comment le savoir? Avec ces flocons aussi denses que du brouillard. À quelques mètres devant lui, il distingue un carré de lumière d'où s'échappe un bruit assourdi de chansons. C'est peut-être le salut. Kevin O'Neill pousse la porte du pub. Une intense sensation de chaleur le saisit. Il fait quelques pas dans l'atmosphère enfumée. Pas de doute, il est sur le port. Et même dans les bas-fonds de Dublin. Quelques marins éméchés chantent de vieilles ballades autour d'un piano désaccordé. D'autres personnages plus inquiétants sont assis en groupe. Des mauvais garçons sans doute. Mais qu'est-ce que cela peut-il faire? Il traverse la salle et se laisse tomber sur une chaise. Pendant quelque temps, il est trop occupé à reprendre ses esprits pour faire attention à quoi que ce soit. Il est tiré de sa torpeur par une voix gouailleuse. « Alors, bourgeois, on vient s'encanailler? C'est pas très prudent, ça !» Kevin O'Neill lève la tête. Il n'avait pas remarqué qu'il s'était assis à la table de quelqu'un. Un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux très bruns plaqués, au sourire éclatant et au regard perçant. Il porte une chemise sale sans col, mais une veste d'excellente coupe. Il n'est pas difficile de deviner qu'il ne l'a pas achetée. Kevin ne répond pas. Il regarde le visage de son interlocuteur. Un voleur, sûrement. Peut-être même un assassin. Et, curieusement, cela ne l'effraie pas. Au contraire, cette assurance arrogante qu'il lit chez lui le rassure. « Eh bien, bourgeois, ça ne va pas? Remettez-vous. On dirait que vous avez vu le diable. » Kevin O'Neill répond d'une voix essoufflée. « Oui, vous ne pouvez pas si bien dire. » Le compagnon de table de Kevin O'Neill plisse le front. « Le diable? C'est une sacrée histoire, ça. J'adore les histoires. Vous allez me la raconter. Je m'appelle Jackie Barrow. Cela ne vous dit rien? » Kevin ne répond pas. « C'est vrai, je ne suis pas encore connu chez les milords, mais sur le port, je vous assure, on me connaît. Et vous, c'est quoi votre nom? » Kevin O'Neill. « Et c'est quoi votre métier pour être sapé comme ça? » Je suis dans la banque. Deux personnages louches s'approchent silencieusement d'O'Neill. Jackie Barrow se lève avec une vivacité surprenante. « Pas de ça! On ne touche pas, à mon avis, Kevin. » Un peu surpris, les deux mauvais garçons se retirent en grommelant quelque chose. Jackie Barrow tape dans ses mains. « À boire tout de suite pour mon ami Kevin. » Quelques minutes plus tard, Kevin O'Neill a retrouvé ses esprits. Les 2 gorgées de whisky qu'il a bu l'ont un peu remonté. « Alors, Kevin, cette histoire? »
Kevin O'Neill regarde son vis-à-vis. Tout raconter comme cela au dernier des voyous rencontrés par hasard? Il est vrai que bientôt, il risque d'être trop tard. C'est une longue histoire. Tant mieux! Kevin O'Neill se tait. À l'autre bout de la salle, les marins chantent toujours des ballades irlandaises. La personnalité de Jackie Barrow doit inspirer de la crainte à tout le monde car le vide s'est fait autour d'eux. Kevin O'Neill jette un coup d'œil à la porte d'entrée. Non, elle ne s'ouvre pas. Alors il commence à raconter. Vous connaissez Rathcornac dans le sud? Jackie approuve de la tête. Bien sûr, je suis un vrai Irlandais. C'est de là que la famille O'Neill est originaire. Je vous parle d'il y a 2 siècles, et même un peu plus. C'est en 1715 que tout a commencé, par la faute de 2 de mes ancêtres, Patrick et Jeremiah O'Neill, qui avaient la particularité d'être jumeaux. Kevin reprend une gorgée de whisky. Il s'anime en répétant ce récit qu'il connaît par cœur. Mais des jumeaux dont vous n'avez pas idée, ce n'étaient pas 2 frères, c'était 2 fois le même. Absolument impossible de les distinguer. Leur mère leur avait mis à chacun un ruban de couleurs différentes au poignet, mais comme leur jeu était de les échanger, on n'a jamais su qui était Patrick et qui était Jeremiah. Jackie Barrow écoute, bouche ouverte. Le jeune chef de bande ou l'assassin qu'il est devenu un enfant, sous le charme d'un conte, l'histoire d'une soirée. C'est quand ils ont eu 18 ans que le drame s'est produit. Patrick et Jeremiah étaient tellement semblables qu'ils éprouvaient les mêmes émotions. Et tout naturellement, ils sont tombés amoureux en même temps de la même jeune fille, Jessica, l'enfant unique d'une riche veuve de la ville. C'est Patrick qui lui a fait la cour, à moins que ce ne soit l'autre. Comment savoir? En tout cas, il n'a pas mis longtemps à obtenir les faveurs de Jessica. Jackie se rapproche de son interlocuteur en raison du vacarme du pub. C'est peu après qu'elle a surpris entre les 2 frères une conversation qui ne laissait aucune équivoque. Ils avaient profité de leur ressemblance pour se partager cette bonne fortune. Et ils riaient. Jessica s'est enfuie en pleurant. On a retrouvé le lendemain son corps dans la rivière Bride. Le jeune voyou participe intensément au récit. La pauvre gosse. Ce n'est malheureusement pas tout. La mère de Jessica n'a pas pu supporter son chagrin et sa honte. Elle a refusé toute nourriture et s'est laissée mourir. Juste avant sa mort, elle s'est dressée sur son lit et devant le curé et tous ceux qui étaient là, elle a crié « Je maudis la famille O'Neill et je demande à Dieu Tout-Puissant que chaque fois que l'aîné de cette famille rencontrera son double, il ne voit pas la fin de l'année. » Jackie Barrow sursaute. « Et c'est arrivé ?» Oui. Les jumeaux se sont mariés. Leurs fils aînés sont morts d'un arrêt du cœur à peu près au même âge, vers 45 ans. Et cela a continué. Tous les aînés O'Neill sont morts depuis dans les mêmes circonstances. Ils avaient vu leur double? Je ne sais pas. Je ne sais que pour mon père, car j'étais là. C'était sur un paquebot qui revenait de New York. J'avais 25 ans, lui 45. C'était un soir vers 11 heures. J'étais sur le pont, il est venu vers moi bouleversé. Il m'a dit « Kevin, je l'ai vu ». M'a fait ses adieux et il est parti s'enfermer dans sa cabine. Je suis resté longtemps sur le pont. Quand, soudain, je l'ai revu. J'ai regardé ma montre, il était 2 heures du matin.
La journée fatale était passée. Pour la première fois, la malédiction ne s'était pas réalisée. J'ai couru dans sa direction, j'en pleurais de joie. Il s'est retourné. Ce n'était pas lui. C'était quelqu'un qui lui ressemblait comme un frère, qui était habillé comme lui, mais ce n'était pas lui. Kevin O'Neill finit son verre d'un trait. J'ai couru dans la cabine de mon père. Il était mort sur sa couchette et déjà froid. Pendant les 5 jours qu'a duré encore la traversée, je n'ai jamais pu revoir l'homme, de même que je ne l'avais jamais vu avant la nuit tragique. Il semblait être apparu à ce moment-là et s'être volatilisé ensuite. Jackie Barrault tape des 2 poings sur la table. « Et vous n'allez pas me dire... » Si. Tout à l'heure, à la sortie du théâtre, mon double m'attendait. J'ai été intrigué par cet homme qui restait immobile sur le trottoir malgré la neige. Je me suis approché de lui, je l'ai regardé et je me suis vu moi-même comme dans une glace. Alors j'ai couru et je suis entré ici. Le mauvais garçon s'est levé. Il tremble légèrement. « Foi de Jackie Barrault, ça ne se passera pas comme ça !» Kevin O'Neill parle d'une voix sourde. « Que voulez-vous faire ?»« Je ne sais pas, quelque chose !» Dans 1 mois, j'aurai l'âge où est mort mon père, 45 ans. Aucun aîné n'a dépassé 45 ans chez les O'Neill. Jackie Barrault se rassied, il est tout pâle, il a les yeux fixes. Nom de Dieu, le voilà. Kevin O'Neill se retourne. La porte du pub vient de s'ouvrir et l'homme fait son entrée. Il porte avec beaucoup d'élégance son costume de soirée et sa cape noire. Sans prêter apparemment attention, il se dirige vers le bar et commande à boire. Jackie Barrault le regarde, les yeux écarquillés, puis dévisage Kevin. La ressemblance est frappante. Ils ne sont pas exactement pareils, mais ils ont la même taille, la même couleur de cheveux, les mêmes vêtements. Et surtout, ils ont la même allure générale, les mêmes gestes, la même façon de se tenir, le dos un peu voûté, le front en avant. Kevin O'Neill a sorti une montre de son gilet, une très jolie montre ciselée, avec des motifs or, moitié argent. Il soupire. 11h30. J'ai au plus encore 30 minutes à vivre. Jackie Barrault crispe les mâchoires. « Ça ne se passera pas comme ça, je vous dis !» Son compagnon de table secoue la tête. On ne peut pas lutter contre son destin. C'est mon tour. « Si on peut faire quelque chose, une malédiction, ça ne dure pas éternellement. On peut la briser un jour ou l'autre. Il suffit pour ça d'un peu de courage. Montrez-vous un homme, Kevin. » Je n'ai pas ce courage. C'est inutile. « Alors, je le ferai pour vous. » Jackie Barrault baisse la voix. « Écoutez, Kevin, je ne devrais pas vous dire ça, mais j'ai déjà fait pas mal de sales coups derrière moi. Alors, un de plus ou un de moins. Ne faites pas de bêtises. Ce ne sera ni la première ni la dernière. Et pour une fois, je rendrai service. » Le jeune voyou sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt fermé. « Vous voyez ça ? Je m'en suis pas mal servi. Si ça se trouve, j'aurais eu tout seul l'idée de me payer ce bourgeois quand il serait sorti dans la rue. Alors disons que c'est son portefeuille qui m'intéresse et n'en parlons plus. » « C'est de la folie. » Jackie Barrault a un sourire. « Vous faites pas de soucis. Évidemment, vous les O'Neill, vous êtes des gens comme il faut. Quand vous avez vu arriver votre satané double, vous n'avez osé rien faire. Vous êtes restés à attendre comme des potiches, tandis qu'un coup bien placé... Kevin, je suis sûr que si je tue votre double, ça sera la fin de la malédiction. » Pour la première fois, Kevin O'Neill semble ébranlé. Il regarde attentivement son vis-à-vis. « Comment vous y prendrez-vous »
Quand il sera prêt de partir, je sortirai avant lui. Je l'attendrai dans la rue. Je lui laisserai faire 100 mètres et quick. Jackie Barrault sursaute. Là-bas, au comptoir, l'homme en noir vient de tendre un billet. Le patron l'a pris et est allé chercher la monnaie. C'est le moment. Il frappe sur l'épaule de Kevin, lui lance un dernier mot d'encouragement, rabat sa casquette sur les yeux et sort d'un pas pressé. La neige a encore redoublé. Jackie Barrault relève le col de sa veste. Il met la main à sa poche et fait un geste. Il y a un déclic. Il regarde la longue lame sur laquelle tombent les flocons. C'est drôle, cette nuit il se sentirait presque heureux. Ce n'est pas par plaisir qu'il est devenu assassin et chef de bande. C'est que dans ce milieu, il faut être le plus fort ou se laisser dévorer. Et voilà que pour la première fois, il va faire quelque chose simplement pour rendre service. Parce que le bourgeois lui a paru sympathique et parce que son histoire l'a fait trembler et l'a ému. 5 minutes environ ont passé. L'homme en noir sort du pub et s'avance sans se presser de sa même démarche égale. C'est si simple que c'est un jeu d'enfant. Jackie Barrault le suit à pas de loup dans la neige. Il lui saute dans le dos, le frappe une seule fois en plein cœur. Après une intense sensation de triomphe, Jackie se penche sur le corps. Il murmure. « Ce coup-ci, ça y est, Kevin !» Mais le malaise l'emporte aussitôt sur son sentiment de victoire. C'est fou comme il peut ressembler à Kevin. Plus encore même que tout à l'heure. En réprimant un frisson, Jackie Barrault se met en devoir de fouiller sa victime. Il ne faut tout de même pas perdre le sens des réalités. Il la déleste de son portefeuille qui semble bien garni. Il l'enfouit dans sa poche. Il examinera cela plus tard. Il glisse sa main vers le gilet et, l'instant d'après, il pousse un cri. « Non, ce n'est pas vrai !» Il tient en main une très jolie montre ciselée, avec des motifs moitié or, moitié argent. La montre de Kevin. Mais alors, cela voudrait dire qu'il l'a tué, lui. Comme un fou, il revient vers le pub. Il rentre en bousculant les buveurs. La table où il se trouvait avec Kevin est vide. Il court vers le bar, apostrophe le patron. « Lequel des deux est sorti le premier ?»« Des deux milords, tu veux dire ?»« Oui, des deux milords. »« C'est drôle ta question. » Après avoir payé, celui qui était au bar est allé vers la porte. Mais il est revenu et il a commandé autre chose. Alors celui qui était à table s'est levé et il est sorti. Jackie Barrault reste hébété. Il bredouille. « Mais pourquoi Kevin a-t-il fait ça? Pourquoi voulait-il mourir? Pourquoi voulait-il que je le tue ?» Jackie Barrault remarque que le silence s'est fait dans le pub et que les consommateurs s'écartent lentement de lui en reculant. Il s'aperçoit alors qu'il tient dans sa main droite son couteau sanglant. Il ouvre sa main gauche. Il a toujours aussi la montre de Kevin O'Neill. Elle marque minuit moins 1. Alors, il envoie promener la montre et le couteau et s'enfuit comme un fou dans la tempête de neige. Dénoncé par un des clients du pub, Jackie Barrault est arrêté le lendemain pour le meurtre de Kevin O'Neill. Et le sergent O. Higgins éclate de rire quand il lui raconte sa version des faits. C'est trop drôle. Ainsi, ce n'était pas lui que tu pensais tuer, mais un fantôme qui lui ressemblait. Et tu aurais fait ça pour lui rendre service, par charité. Dis-moi, tu nous prends pas pour des idiots, pareil? Mais je vous jure, c'est la vérité. Vous n'avez qu'à vérifier l'histoire de la famille O'Neill. La police de Dublin ne s'est même pas donné cette peine. Ce meurtre crapuleux d'un banquier venu s'encanailler dans le quartier du port était clair comme de l'eau de roche. D'ailleurs, si la police l'avait fait, elle n'aurait rien trouvé.
Kevin était le dernier représentant de la famille O'Neill. Son frère cadet était mort 15 ans plus tôt à la guerre. Personne n'aurait pu attester la véracité de cette histoire. Jackie Barrow a été condamné à mort et pendu. Après avoir maintenu jusqu'au bout sa version des faits. Nul ne saura s'il a été victime de la plus étrange des aventures ou alors s'il avait vraiment une sacrée imagination.